Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de presque 2 ans, et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Pour ce 11e épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir à mon micro Marjolaine. J'attire particulièrement ton attention sur les sujets que nous allons aborder dans cet épisode car, si je suis persuadée qu'il est très important de raconter son histoire, elle peut être difficile à recevoir et c'est important aussi de le savoir avant de commencer. En effet, avec Marjolaine aujourd'hui, nous discutons de la perte de son fils au 8e mois de grossesse, décédé brutalement in utero, mais également de fausse couche. Puis enfin de sa dernière grossesse et de l'arrivée dans sa vie de son 2e fils qui a aujourd'hui 15 mois. Salut Marjolaine! Salut Manon! Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous raconter ton histoire. Avec plaisir. Alors qui es-tu et d'où viens-tu ? Alors je m'appelle donc Marjolaine, j'ai 34 ans et j'habite en Alsace depuis toujours et puis je suis professeure des écoles. Voilà. Métier compliqué et beau. Mais un très beau métier, oui. Quand est-ce que tu as rencontré ton compagnon ? Alors on se connaît depuis de nombreuses années parce qu'on a d'abord été amis avant d'être ensemble. Donc on a été pendant plusieurs années amis et puis au bout d'un moment on s'est retrouvés célibataires tous les deux donc on a décidé de se mettre ensemble, voilà. Le bon timing. C'est ça, c'est le bon timing. Et l'envie d'enfant, elle est vite arrivée entre vous ? Alors on n'en a pas parlé en fait avant que je tombe enceinte pour la première fois. Je ne sais pas si c'est le fait de passer d'amis à couple qui fait qu'on n'avait pas eu cette discussion. Voilà, on n'a pas eu cette conversation ensemble. Moi, je savais que je voudrais un jour avoir des enfants. Je n'imaginais pas vraiment ma vie future sans enfants, mais je me disais déjà, je me disais pas avant 30 ans. Et puis, les 30 ans approchant, l'envie venait pas vraiment. J'aimais bien la vie que je menais à cette époque-là. J'habitais dans une grande ville. Je pensais pas mal à moi, on va dire. J'allais au resto, je pouvais sortir avec les copains. On n'habitait pas ensemble non plus à cette époque-là parce que, lui, son travail, il était, à une centaine de kilomètres de là où moi je travaillais. Ah oui. Donc on se voyait que les week-ends, ouais. On avait chacun, notre appart et on se retrouvait, pour les week-ends et ça, c'était aussi quelque chose qui me convenait. J'aimais bien le fait de se retrouver, seulement pour, voilà, pour les week-ends, pour les bons moments et pas être, pris dans le quotidien, la routine et cetera. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'avait pas non plus une situation qui était, propice à envisager de fonder une famille. Donc c'est une conversation qu'on n'avait pas eue. Je savais pas si lui, en fait, voulait avoir des enfants. Au moment où je suis tombée enceinte, je savais pas si lui avait envie d'avoir des enfants et à plus forte raison avec moi aussi. Voilà. Ah oui, ça a dû être un double choc du coup. Qu'est-ce qui t'a alerté Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce test de grossesse qui t'a fait découvrir cette grossesse surprise ? Alors, je me sentais fatiguée, très fatiguée depuis plusieurs jours. J'avais tout le temps envie de dormir et puis j'avais pas faim du tout. Alors que d'habitude, voilà, j'ai quand même, bien envie Tu manges souvent de bien ? manger. Voilà, c'est ça, ça fait partie de mes plaisirs. Et je me disais: «Ah, c'est un peu bizarre, je suis certainement malade». La possibilité d'être enceinte ne m'a même pas traversé l'esprit. Je pensais vraiment pas que je pouvais être enceinte. Donc T'étais sous contraceptif ? j'étais pas sous contraceptif, non. On faisait attention, on va dire. Cette fois-là, on n'a pas vraiment fait attention, mais je pensais que je connaissais un petit peu mes cycles, mais force est de constater que, a priori, non, je connaissais pas si bien que ça,
Il y a toujours des mon surprises. cycle, voilà. Donc, donc je me sentais pas bien et puis donc je googlais mes symptômes, mais bon, j'imaginais que je pouvais avoir une tonne de trucs. Évidemment, j'avais pas non plus mes règles, mais comme c'était déjà arrivé que j'ai du retard sans que ce soit annonciateur de quoi que ce soit, ça me préoccupait pas plus que ça. J'étais plus Mmh. préoccupée par le fait d'être fatiguée et de pas du tout avoir d'appétit. Et donc je me suis dit: «Bon», quand ça commençait à durer, ça faisait 10 jours comme ça que je me sentais pas bien. Je me suis dit: «Je vais quand même finir par aller voir le médecin», mais le médecin, la première chose qu'il va me demander, c'est: «Est-ce que vous pouvez être enceinte?» Donc il faut que je puisse lui dire: «Bah non, ça j'ai déjà rayé cette éventualité, donc je vais faire un test». Donc j'ai fait un test, un matin avant de partir au boulot à 6:30 du matin. Avant d'aller non, bah, même pas avant d'aller au boulot, avant d'aller à la douche et donc quand je suis sortie de la douche, j'ai vu que le test était positif, voilà. OK, et tu as réagi comment Eh quand tu as vu bien, ça? j'étais un peu dans tous mes états et donc j'ai fait ce que toute personne, très mature fait dans cette situation-là. J'ai téléphoné à ma mère à à 6:30 du matin. Parce que, bah, du coup, mon copain n'était pas là puisqu'on n'habitait pas ensemble, donc Oui. c'était un jour de semaine, donc j'étais seule chez moi. Donc j'ai appelé ma mère à 6:30 qui a décroché en «Qu'est-ce qui se passe?» et qui m'a dit: «Bah, écoute, voilà, vous avez la trentaine, il y a, vous avez tous les 2 une situation, il y a pas de raison que lui te dise: "Bah, non, je vais te quitter" ou quoi. Vous êtes dans une relation stable, tout va bien, ça va bien se passer quoi, en gros, voilà, Tu avais c'est». peur de ça? Qu'il te Moi, quitte? j'avais peur de ça, ouais. Je m'étais dit: «Ben, on n'a jamais eu cette conversation. Comment il va réagir?» Surtout que je me suis souvenue qu'une semaine avant, on avait été à une soirée, chez des amis et il y avait des gens qu'on connaissait pas qui nous avaient dit: «Et vous, est-ce que vous avez des enfants?» et lui avait répondu: «Oh là, non, surtout pas!» Non, et donc ça datait d'une semaine avant. Donc j'avais ça en tête et je me disais: «Oh là là, mais si ça se trouve, il va pas du tout bien accueillir cette nouvelle. En plus, on n'habite pas Ouais. ensemble. Il va me dire: "Bah, moi, j'en veux pas", voilà. Moi, par contre, je savais que c quelle que soit sa décision à lui, moi je garderais ce bébé. Ça, c'était clair dans ma tête. Ah oui, Oui, d'accord. ouais. Et lui, il a réagi comment? Enfin, déjà, comment tu lui as annoncé? Alors, du coup, je voulais pas lui dire par téléphone parce que c'était une nouvelle, trop énorme. Je Donc comprends. j'ai attendu qu'on se voit le week-end. Donc j'ai fait le test un jeudi et donc on s'est vu le samedi. Donc j'ai attendu ce temps-là, pour le voir en vrai, quoi. Et donc quand je suis arrivée chez lui, je lui ai dit: «Écoute, est-ce que tu as 5 minutes? Il faudrait qu'on discute». Et donc spontanément, lui m'a dit: «Tu es enceinte, c'est ça?» et et voilà. Et donc je lui ai dit: «Bah oui». Et il m'a pris dans ses bras et il était surpris. En même temps, je pense qu'il se doutait peut-être un peu de quelque chose aussi parce que Mmh. ça faisait 15 jours que je me plaignais d'être fatiguée et cetera. Donc je pense que dans sa tête, il se disait que ça pouvait peut-être être ça aussi. Et voilà, on a décidé tous les 2, c'était clair qu'on le garderait. On s'est même pas posé la question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde ou pas? On s'est juste dit qu'on allait, organiser nos vies différemment quoi, que ça allait demander un petit peu Ouais. des ajustements puisqu'on n'habitait pas ensemble et tout à ce moment-là et que ça allait un peu accélérer, accélérer les plans, voilà, les plans de vie qu'on avait. Mais, on il a accueilli la nouvelle, très positivement globalement. Chouette. Une surprise, mais une bonne surprise au C'est ça, final. tout à fait, Ç ouais. Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble? Hem, alors exactement combien de temps? Peut-être, 2 ans à peu près, environ? Mais Ouais, on se donc si connaissait vous depuis plus ouais. longtemps que ça. Oui, du coup, Voilà. ouais. Et ouais, si en fait, il manquait juste cette conversation de si vous en vouliez ensemble ou pas, au final, dans le cheminement. C'est ça et on se disait que finalement peut-être que si c'était pas arrivé comme ça, peut-être que cette conversation, on l'aurait jamais eue et peut-être que finalement on se serait jamais senti prêt à Ouais, franchir ce cap-là et qu'on serait resté dans nos vies, à se voir que les week-ends, tranquilles, à pas avoir d'autres projets que le prochain voyage qu'on allait faire ou le prochain resto, à découvrir, voilà. C'était en gros une surprise qui nous voilà, qui nous faisait avancer d'une certaine manière.
Ouais. OK. Et alors comment s'est passée cette grossesse? Globalement, la grossesse, se passait plutôt bien. Mmh, les examens que je faisais chez le gynéco, tout était toujours OK, tout roulait. J'avais des symptômes qui étaient plutôt courants, c'est-à-dire que, voilà, j'étais fatiguée, j'avais un peu des nausées, mais rien qui rien qui m'empêchait vraiment de mener, ma vie, même si j'étais, super fatiguée effectivement parce que j'étais aussi toute seule à gérer mon quotidien. La semaine, Ouais. on se voyait du coup toujours que les week-ends, donc la semaine, je devais gérer mon appart, mon boulot, et ça, c'était fatigant. C'était fatigant et j'étais stressée déjà, heu, je suis d'une nature assez stressée globalement, donc ça n'aidait pas et puis le fait qu'il fallait un peu tout organiser en vitesse, il fallait réfléchir à Oui, c'est vrai que tout accélère du coup. c'est ça, tout accélère. Il fallait réfléchir à où est-ce qu'on allait s'installer, comment est-ce qu'on allait faire, réfléchir à tout ce que ça impliquait d'avoir un bébé puisqu'on s'était pas du tout renseigné là-dessus auparavant, donc de quoi on allait avoir besoin, tout ça. Et donc c'était assez stressant. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, arrivé au 8e mois, au début du 8e mois, il y a eu un jour où, au début de la journée, ça a commencé, comme d'habitude. Je sentais, le bébé bouger, comme d'habitude et puis, je l'ai senti une dernière fois bouger dans l'après-midi et puis ensuite, plus rien. Donc c'était un vendredi, et là, mon copain était venu, il était chez moi parce que la veille, on avait eu l'échographie du 3e trimestre, donc il venait à chaque écho, même si c'était en semaine, il posait un jour pour venir et donc là, comme l'écho avait été le jeudi, il avait aussi posé son vendredi pour, voilà, pour rester avec moi à ce moment-là et donc il était là et j'ai senti le bébé une dernière fois bouger dans l'après-midi et puis ensuite, plus rien et au début, je me suis pas tout de suite inquiétée parce que, ben, on te dit quand même que c'est fréquent de pas sentir, le bébé bouger pendant parfois plusieurs heures si tu es occupée, si tu es en train d'être active, tu fais pas forcément gaffe. Mais les heures passaient et toujours rien. Donc j'ai testé tous les petits, trucs qu'on te dit, de faire, pour réveiller ton bébé quand ça fait Oui, longtemps qu'il manger s'est quelque pas chose de manifesté. sucré. Voilà, c'est ça. Manger quelque chose de sucré, boire un truc froid, s'allonger sur le côté, rester calme et cetera. Mais il se passait toujours rien. Donc après on est allé, manger au resto. Là non plus, je le sentais toujours pas alors que d'ordinaire quand je mangeais, il se manifestait toujours. Donc bon, on est rentré du resto, j'ai continué à essayer de l'embêter un peu, à toucher mon ventre et cetera et au bout d'un moment, j'ai dit à mon copain: «Écoute, moi je vais pas réussir à dormir comme ça. Hem, il faudrait qu'on appelle, l'hôpital pour voir ce qu'il en est». Et lui, il me disait, «Bon, enfin tu exagères, tu es en train de t'inquiéter et tout, alors que regarde, on a eu l'écho, hier, il y avait aucun problème, tout allait super bien, on va appeler l'hôpital pour rien et tout». J'ai dit: «Ouais, mais de toute façon, je vais pas pouvoir dormir donc appelle-les et puis on verra bien quoi, ce qu'il en est». Donc on a appelé et ils nous ont dit: «Bah passez, on va faire un contrôle et puis comme ça vous serez rassurés». Et donc on est arrivés là-bas et là, il était déjà, 1:00, du matin, je pense, bien 1:00 du matin Ah et oui, je suis ouais, tard ouais, il quand était même. ouais, il était tard, Ouais. ouais, ouais. Hem et ils m'ont fait passer tout de suite. Il y avait pas beaucoup de monde. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y avait pas beaucoup de monde ou si c'est parce qu'ils sentaient que c'était potentiellement quelque chose de franchement urgent, mais en tout cas, j'ai pas du tout dû attendre. OK, Et ouais. j'ai d'abord vu une sage-femme qui m'a posé un monitoring et elle trouvait pas le cœur du bébé. Elle trouvait que le mien. D'abord, le mien battait tellement vite parce que j'étais hyper stressée qu'elle croyait d'abord que c'était celui du bébé, puis elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était mon cœur à moi qui battait si vite que ça et elle m'a dit: «Bon écoutez, je trouve pas le cœur, mais c'est pas grave, certainement qu'il est dans une mauvaise position, qu'il nous fait un petit peu une farce. On va passer en salle d'écho et puis voilà». Et donc je suis passée en salle d'écho et là, il y a une interne qui est venue avec,
avec 2 autres personnes qui, je pense, étaient des externes parce qu'ils étaient plutôt jeunes. Et donc elle m'a fait cet écho et elle a dit à un moment à un des externes, je suppose que c'était des externes, va chercher Sharif. Je me souviens du prénom du médecin et je me suis dit, bon, bah, je me suis dit, Sharif, ça doit être le chef. Si on envoie chercher un chef, c'est que c'est pas bon signe. Donc, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un problème? Elle m'a dit, écoutez, je trouve pas le cœur du bébé, il y a plus d'activité cardiaque. Voilà, je dois faire confirmer ça par le médecin, mais le bébé est décédé. Et Oh, voilà. c'est abrupt. Oui, c'est abrupt. Ouais, mais après, de toute façon, malheureusement, je crois qu'il n'y a Oui, il y pas a pas de d'autre ouais. manière d'annoncer ça moins abruptement, en fait, parce que elle a dit il y a plus d'activité cardiaque et c'est là que mon copain a dit mais ça veut dire qu'il est décédé et là elle a dit oui quoi. Parce qu'au début on se dit il y a plus d'activité cardiaque, ouais bon en fait qu'est-ce que ça veut dire? Oui en fait ça veut dire ça veut dire que le bébé est mort et qu'il y a rien à faire quoi. Donc c'était abrupt mais je crois qu'il y avait pas pas d'autre Oui, manière ça de sera l'annoncer. toujours abrupt. Tout Oui, à fait. j'imagine, ouais. Mmh. Donc le médecin, senior est venu et a confirmé effectivement que le bébé était décédé. Et nous a à ce moment-là dit qu'on allait repasser en chambre, qu'ils allaient nous mettre, voilà, dans une chambre et nous expliquer quelles étaient ensuite les possibilités et les décisions qu'on devrait prendre. Donc Et toi, à ce moment-là, et tu ben, réalises ou pas du moi, tout? à ce moment-là, je réalise, plus ou moins. C'est-à-dire que je comprends qu'il est en train de se passer quelque chose de vraiment terrible et que voilà, ma vie va changer et à la fois je reste, étonnamment calme et je crois que le cerveau, il se met un petit peu en mode, comment dire? En En mode crise? oui, en mode survie quoi. En gros, Ouais. il faut, en pilote automatique, voilà. J'étais Mmh. un peu comme ça. Je me disais: «Là, il faut fonctionner, il faut que je sois, heu, consciente de ce qui se passe pour prendre les décisions qu'il faut prendre parce qu'il va falloir prendre des décisions et là, il faut juste que je fonctionne». Donc j'avais pas à ce moment-là vraiment trop d'émotions. Je sais même pas, je me rappelle même pas si j'ai pleuré à ce moment-là, je suis même pas sûre. Je me disais juste: «OK, là, maintenant, faut fonctionner quoi, il faut prendre les décisions et il faut Mmh. que ça voilà, faut que ça roule». Donc j'étais étonnamment calme et à ce moment-là, après, évidemment, les sentiments ont évolué, Oui, mais à ce j'imagine. moment-là, voilà, j'étais en pilote automatique. Et quel choix, enfin, Alors les c'était quoi la choix, suite? la suite, alors déjà ce que j'ai trouvé plutôt pas mal, c'est qu'ils nous ont mis dans une chambre, mais pas dans le service, maternité. Ils nous ont mis en gynécologie, donc j'étais pas, dans un étage avec, d'autres avec des mamans, avec des pleurs de bébés et cetera. Ah oui, c'est J'étais, vrai qu'on pourrait ouais, ne pas y penser, mais c'est vrai que ça doit être ouais. important sur le moment. Tout à fait. Je trouve que c'était plutôt délicat de faire ça et le reste du séjour, on est resté dans cette chambre-là, en service de gynécologie. On est à part pour aller en salle de naissance, on n'a pas eu à fréquenter le service de maternité et j'ai trouvé que c'était plutôt délicat parce que je sais que pour avoir ensuite discuté avec des personnes qui avaient un peu vécu les mêmes choses, il y a des femmes qui se sont retrouvées dans le service maternité et qui ont entendu comme ça pendant plusieurs jours des pleurs de bébés et je Oh, pense que ça c'est voilà, difficile, encore plus difficile à ouais. vivre et donc on nous a mis dans cette chambre et le médecin est venu nous expliquer, ce qui allait se passer. Il nous a dit: «Écoutez, il y a pas d'urgence vraiment à déclencher l'accouchement maintenant tout de suite, mais l'accouchement va être déclenché, ça c'est sûr. On ne peut pas attendre que ça se déclenche tout seul parce que au bout d'un moment si on attend trop, il pourra y avoir des risques, pour vous et voilà, il pourrait y avoir des risques pour vous». Mais si vous voulez, vous pouvez rentrer chez vous un petit peu pour réfléchir et puis revenir demain ou dans 2 jours et moi, j'ai dit que je voulais pas du tout réfléchir, enfin que j'avais réfléchi que s'il fallait déclencher l'accouchement, moi je voulais que ce soit fait tout de suite, le plus rapidement possible parce que de toute façon, il y avait rien à faire. De toute façon, on pouvait plus sauver notre bébé donc je savais pas à quoi ça servait pour moi de rentrer à la maison, de réfléchir. Je j'avais pas envie de réfléchir plus que ça. Donc il nous a dit: «Bah, voilà, il y a pas de souci, c'est votre décision. Si vous voulez qu'on déclenche maintenant, on déclenche maintenant».
Et donc, on a démarré tout de suite. Alors, voilà, ils m'ont expliqué que l'accouchement serait déclenché, effectivement, et que ce serait un accouchement par voie basse, parce que peut-être qu'on peut imaginer dans ces situations-là qu'on va te faire une césarienne, t'enlever le bébé, et puis et voilà. Mais en gros, on te conseille vraiment fortement l'accouchement par voie basse pour que, ben, alors, ils nous ont expliqué que ça aidait aussi dans le processus de deuil ensuite, à voir ça comme une vraie naissance. Mmh. Et non pas Aller que au la bout de la césarienne, ce grossesse? soit une fausse naissance, hein, c'est pas du tout ce que je suis Oui. en train de dire, mais que voilà, que d'aller au bout effectivement de la grossesse et du processus. Que ce soit une naissance et pas juste un acte chirurgical. Mmh. Et donc que ça aidait aussi dans le processus, de deuil a priori. Heu et donc on m'a dit que si je voulais que le déclenchement soit fait, rapidement et bien, c'était à moi que revenait la décision. Donc j'ai été déclenchée, dans la foulée. Du coup, alors, comme, j'étais au 8e mois, le col n'avait pas encore, trop bougé. Donc ils m'ont d'abord posé un tampon pour faire, maturer le col et pendant plusieurs heures jusqu'au lendemain et le lendemain, on a pu passer en salle de naissance, pour l'accouchement. Et comment tu as vécu cet accouchement, toi? Alors, on va dire aussi bien que possible dans ces circonstances-là. L'équipe qui s'est occupée de moi était vraiment super. C'était un gros hôpital dans une grande ville, donc je pense malheureusement je suis sûre que c'était pas du tout la première fois qu'ils étaient confrontés à cette situation-là Mmh. et on voyait qu'ils étaient vraiment heu, formés à ces situations, formés au décès de bébés, en fin de grossesse ou en fin de grossesse, parce qu'ils étaient vraiment super prévenants, super attentifs et à aucun moment on a minimisé ce qu'on était en train de vivre. On a vraiment été super bien considérés, super bien traités et ils ont été aussi très attentifs à ce que, je souffre le moins possible physiquement. Donc l'anesthésiste était, là, disponible pour me poser une péridurale qui a été, franchement, je pense, très dosée pour que je souffre pas physiquement, que la douleur physique se rajoute pas au cataclysme que j'étais déjà en train de ressentir. En fait, dans ma tête, c'était tellement le chaos que finalement, l'accouchement, ça m'a semblé être, une formalité. Et c'est curieux parce qu'avant ça, j'avais super peur d'accoucher. C'était un truc, je me disais: «Oh là là, c'est terrible». J'avais entendu surtout des récits d'accouchement autour de moi, des trucs horribles, un peu, en mode boucherie quoi et donc j'avais vraiment peur d'accoucher et finalement, j'étais dans une telle détresse que, ouais, ça m'a semblé n'être, qu'une formalité finalement. Tu as pu passer du temps avec, ton fils? Oui. C'était un garçon? Oui, c'était un petit garçon, oui. On a pu passer du temps avec lui. Là aussi, on nous a vraiment tout expliqué. On nous a dit, «Si vous voulez le voir, vous pouvez. Si vous voulez pas, ben, c'est OK aussi. Si vous voulez passer du temps avec lui, on vous laisse passer autant de temps que vous voulez avec lui. On peut, si vous le souhaitez, prendre des photos, et ou pas. Si on prend des photos, vous pouvez les regarder ou pas». C'était vraiment on nous a expliqué que, voilà, on pouvait lui donner aussi un prénom ou pas, qu'on devrait décider, de ce qui allait se passer ensuite. Est-ce qu'on voulait lui donner une sépulture? Est-ce qu'on voulait qu'il reste dans le jardin des souvenirs de l'hôpital? Bref, on nous a expliqué toutes les possibilités en nous disant que, quelle que soit la décision qu'on prendrait, ce serait la bonne parce que c'est celle qu'on était capable de prendre à ce moment-là avec les armes dont on disposait à ce moment-là et donc on a choisi de le voir et on a choisi de passer du temps avec lui. Je sais pas combien de temps finalement on a passé avec lui, peut-être
peut-être les 2 heures, je pense, de surveillance, qu'il y a. Je crois que c'est 2 ou 3 heures de surveillance après un accouchement, je sais plus trop. Mais je C'est 2 heures minimum, mais au final, ça dépend de l'organisation à ce moment-là, je pense. Ouais, donc je pense qu'on a bien passé ces 2 heures-là, avec lui avant de retourner en chambre. Hem et voilà, on a choisi alors on leur avait demandé à ce qu'ils soient habillés déjà quand on le rencontrerait, donc ils l'avaient préparé et et donc j'ai trouvé que oui, ils étaient vraiment délicats parce que quand ils nous l'ont présenté, ils étaient aussi prévenants qu'ils auraient été avec un bébé vivant, quoi. Donc, Ouais, voilà, à chaque moment, on s'est sentis vraiment considérés et vraiment on s'est sentis, comme des parents, «normaux» entre guillemets, quoi. c'est chouette, enfin, pour Oui, les circonstances, hein, pour les on est bien circonstances, d'accord. oui, tout à fait et à chaque moment vraiment de cette hospitalisation, Hem, tout a été enfin, il y a aucun moment où je me suis sentie, maltraitée ou, mal considérée. Donc ça, c'était aussi «une chance» entre guillemets, même si ça devrait être, juste normal. Oui, c'est sûr. Mais quand on entend parfois d'autres récits, on se rend compte que, bah, c'est pas toujours le cas d'être si bien considéré dans ces circonstances-là. Vous êtes restés combien de temps en tout à l'hôpital? On est resté alors ça me semble une éternité, mais finalement on n'est pas resté si longtemps que ça parce qu'on est arrivé le vendredi dans la nuit et on est reparti, je crois, le lundi soir. Le lundi soir. Donc 3 jours pleins. Ouais, comme un séjour en maternité classique, en fait. Voilà, tout à fait. Classique parce que finalement, moi, l'accouchement s'était bien passé. Il y avait pas eu de complications, donc il y avait pas de raison de me garder plus longtemps que ça. Donc voilà, c'était un séjour, «classique» entre guillemets. On est resté jusqu'au lundi, on est reparti le lundi soir. Mais quand j'y repense, j'ai l'impression d'être restée là-bas, une éternité. Ouais. Tellement, voilà, tellement il y a de choses qui se sont passées pendant ces 3 jours-là. Vous avez été accompagnée psychologiquement? Oui. Alors c'était le week-end, donc la psychologue de la maternité n'était pas là, mais elle est venue tout de suite nous voir le lundi, dès que la semaine a recommencé. Elle est venue nous voir le lundi matin, en nous expliquant qu'on pouvait avoir un suivi, aussi longtemps qu'on en aurait besoin, qu'on pouvait venir tous les 2 ou juste chacun de notre côté, que vraiment ça dépendait de nous et qu'on pouvait venir, autant qu'on en aurait besoin. Donc ça aussi, c'était chouette d'être accompagnée à ce niveau-là, parce que le soutien, qu'on a reçu de la famille et des amis, il était vraiment énorme aussi. Mais c'est différent encore d'être Mmh. accompagné par un professionnel, par quelqu'un avec qui on n'a pas d'attache émotionnelle. Ça t'ouvre aussi, un autre angle de vue et vraiment c'était quelque chose d'important. Et puis j'imagine que dans votre entourage, il y avait aussi, la douleur des autres qui devait pas forcément être facile à gérer pour vous, ce qu'il Tout n'y à avait fait. pas avec la psy. Tout à fait, c'est ça, ouais. Le fait de pas avoir d'attache émotionnelle avec la psychologue, ça changeait aussi la donne parce qu'effectivement nos amis et nos familles étaient peinées pour nous, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe après, votre retour à la maison? Comment vous reprenez vos vies, Alors, on retourne à la maison et on se retrouve un peu, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, heureusement, nos familles, nos amis étaient super présents. On a eu beaucoup, beaucoup de soutien. Donc ça nous a beaucoup, beaucoup aidés. On a passé quelques jours ensuite chez mes parents parce qu'on avait vraiment besoin d'être, Mmh. un peu chouchoutés, on va dire. Donc on a passé quelques jours chez mes parents et on a reçu énormément, énormément de soutien, énormément d'appels, énormément de messages, d'attention. Ça vous a fait Heu, du bien de vous sentir autant entourée ou vous aviez besoin ouais. d'être dans votre bulle? Non, bah, ça nous a fait du bien clairement. Franchement, on s'est rendu compte qu'on avait un entourage qui était, super bienveillant et super à l'écoute et à la fois on était dans notre bulle aussi parce qu'on était vraiment, tous les 2 quoi ensemble, alors lui il a été arrêté, mon copain a été arrêté pendant peut-être 3 semaines.
Ouais, je crois 3 semaines ou 1 mois. C'est peu. C'est peu et et à la fois, c'était déjà ça. Ouais, c'est vrai. Et c'est du temps qu'on a passé ensemble vraiment, tout le temps, quoi. On ne s'est pas quittés, une seule fois avant qu'ils reprennent le travail. On avait vraiment besoin d'être ensemble. Et toi, tu es arrêtée ça se passe comment le congé maternité à ce mom dans ces cas-là? Et ben, comme j'étais en fin de grossesse, j'avais droit au congé maternité, dans sa totalité. Donc, c'est un j alors j'aurais pu le refuser, mais on m'a encouragée à le prendre ce congé et donc je l'ai pris dans sa totalité et je pense que c'était nécessaire. Alors je sais pas, ça dépend certainement des personnes parce que peut-être qu'on a besoin tout de suite de se remettre dans le travail et cetera. Mmh. Je pense que ça dépend vraiment, de chacun. Mais moi, j'ai trouvé que d'avoir ce temps pour, un peu se relever, réfléchir, faire face à la tristesse, quoi. Être vraiment, voilà, affronter la tristesse qu'on ressent et avoir du temps pour être triste, quoi, simplement. J'ai trouvé que c'était nécessaire et quand j'ai repris le travail, je me sentais prête à affronter ça. Je sais pas si j'aurais pu y retourner tout de suite Ouais. et ça aurait été difficile aussi vis-à-vis des élèves parce que, voilà, les élèves m'avaient vue enceinte, ils étaient super contents que la maîtresse, elle allait avoir un bébé et cetera. Donc j'avais prévenu du coup le directeur d'école qui en a parlé, aux collègues, aux élèves et cetera et donc tout le monde a eu le temps aussi de digérer cette, nouvelle-là avant que je revienne et on a Oui, tu as pas eu essayé à aussi. l'expliquer toi-même? Non, ah ça aurait été, enfin ça ça j'aurais pas été capable, je Mmh. pense. J'aurais pas été capable et c'est vrai que d'avoir, ce temps-là, parce que le congé maternité, c'était alors j'ai perdu le bébé, à la mi-novembre et j'ai repris début mars, parce qu'il y avait les vacances, de février. J'aurais dû reprendre mi-février, mais ça tombait sur le début des vacances, donc j'ai repris début mars. D'avoir ce temps-là, ça permettait du coup que, bah, tout le monde dans l'école était au courant. Mmh. L'info avait pu être transmise à tout le monde, aux familles et cetera et quand je suis revenue, tout le monde savait. Voilà, donc j'ai pas eu de questions qui mettaient mal à l'aise du genre: «Ah, ton bébé, comment il s'appelle?» et cetera. Tout le monde Ouais. savait. Voilà. Et on Et a aussi utilisé ce temps du congé maternité pour, on a essayé de mettre un petit peu ce temps à profit pour faire enfin à profit, pour faire des choses, qu'on n'aurait pas faites autrement. Donc on est partis pendant 15 jours, en Guadeloupe au moment où notre bébé aurait dû naître pour, donc il aurait dû naître en janvier parce que on a perdu le bébé au 8e mois, en novembre, il aurait dû naître en janvier. Et donc, au moment où il aurait dû naître, on est partis. On s'est dit: «On va essayer de se créer, quand même des souvenirs positifs à ce moment-là» et c'était une bonne décision. ouais, ça a marché? Ouais, ça a marché parce que quand on repense à ce voyage, on se dit que c'était un beau voyage. Parce que ce bébé, c'était un bébé surprise à la base, Oui, donc j'imagine qu'il a rebattu les cartes, énormément, dans vos projets de vie et tout ça. tout à Heu, fait. Vous êtes repartis après, après tout ça, dans quelle optique? De refaire un bébé? De ou de reprendre votre vie, comme À ce avant, la moment-là, surprise? non. Ouais, non, clairement, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait envie, en fait, de fonder une famille et et que le projet qu'on a eu de s'installer ensemble, tout ce qui avait été un peu accéléré, ben, c'est Mmh. quelque chose que finalement on voulait maintenir et qu'on avait envie de s'installer ensemble et qu'on avait envie de fonder une famille. Donc qu'on aurait un autre enfant, c'était plutôt clair à partir du moment où on a perdu notre premier garçon qu'on aurait un deuxième enfant. Et vous avez relancé les essais combien de temps après? Au mois de mars. Au mois de mars, on est parti en week-end et on s'est dit: «Allez, voilà, on soyons fous, on relance ça» et puis ça a fonctionné du premier coup. Ah oui! Oui, ouais, ça a marché tout de suite. Hem, Comment vous avez vécu, cette annonce de nouvelle grossesse? alors j'ai pas fait un test tout de suite, j'ai attendu un petit peu parce que je me disais: «Bah, en gros, tant que
tant qu'on ne sait pas si on est enceinte, il y a pas de problème, quoi. On est peut-être enceinte et puis voilà, donc j'ai attendu une dizaine de jours avant de faire le test et quand j'ai fait le test, il était positif, mais on n'a pas eu le temps de se réjouir franchement ou quoi que ce soit puisque, j'ai commencé à saigner juste après avoir fait le test. Donc, on n'a pas, du tout eu le temps d'investir cette grossesse-là puisque j'ai fait une fausse couche, dans la foulée et cette fausse couche, elle est tombée un petit peu le jour où voilà, pas un petit peu, complètement, le jour où on avait rendez-vous à l'hôpital pour les résultats de l'autopsie qu'on avait demandé, pour notre petit garçon et ça aussi, cette autopsie, c'était pas du tout quelque chose, d'obligatoire. On nous avait aussi expliqué qu'on avait le choix de la demander ou pas, mais comme on était vraiment dans l'incompréhension puisque la veille, on avait fait l'écho du 3e trimestre où tout était Mmh. parfait, on a demandé cette autopsie. Donc on a eu rendez-vous à l'hôpital, pour avoir les résultats et à ce moment-là, j'étais en train de faire la fausse couche. Deux Ouais, 2 gros événements très, très compliqués, en même temps. tout à fait, ouais, tout à fait. Après cette fausse couche, on va dire que je l'ai pas trop mal vécue dans le sens où j'ai pas du tout eu le temps d'investir cette grossesse-là puisque ça a coïncidé avec le test pratiquement, le Mmh. fait de D'accord. commencer à Mmh. saigner et quand on était à l'hôpital, du coup, on a expliqué au médecin qu'on avait en face de nous que j'étais en train de faire une fausse couche, donc elle en a profité pour me faire une écho et elle s'est rendue compte en faisant l'écho qu'il y avait pas de sac, pas d'embryon, que c'était une grossesse, il y avait peut-être eu juste une fécondation, mais que ça avait rien «donné» entre guillemets. D'accord. Donc voilà, on n'a pas eu le temps de se projeter, Mmh. d'imaginer que c'était un bébé. D'ailleurs, je mets pas du tout, la fausse couche et la perte de notre premier enfant sur le même plan. Ce qui était dur, c'était de se dire: «Voilà, encore quelque chose». Ouais. À un moment, on a envie que ça s'arrête. C'était plus ça pour moi qui était difficile, c'était la Mmh. répétition. Bah, surtout ce jour-là, En plus, ce précisément. jour-là, oui, ouais. Et donc vous aviez demandé une autopsie. Qu'est-ce qu'elle a révélé, cette autopsie? Que le placenta avait cessé de fonctionner brutalement, vraiment brutalement. Ça, il pouvait pas m'expliquer pourquoi, parce que, j'avais aucun facteur de risque. Mes analyses de sang, elles étaient plutôt bonnes. Il y avait des petites valeurs un petit peu au-dessus, en dessous, mais rien qui pouvait expliquer, un un arrêt comme ça, brutal de fonctionnement du placenta. Je fumais pas, voilà, il y avait pas d'explication, donc ils nous ont dit: «Ben, voilà, c'est un accident, il y a aucune, raison que ça se reproduise encore. On peut pas vous expliquer pourquoi ça s'est passé, mais c'est ça qui s'est passé. Le placenta s'est bouché et du coup, il y a plus d'échange entre le bébé et moi, donc il a plus été alimenté en oxygène et c'est pour ça qu'il est décédé». Donc au final, pas vraiment de réponse. Pas vraiment de réponse. Oui et non. Il y avait une cause, mais sans qu'on comprenne pourquoi ça Mmh. s'était passé comme ça. Comment vous le vivez ça tous les 2? Hem, pas super bien parce que mais je crois après on s'est dit que, dans tous les cas, il y a aucune réponse qui aurait été convenable parce que Mmh. rien n'était convenable en fait dans cette histoire-là, c'était juste, super injuste que ça se soit passé comme ça Ouais. et s'il y avait eu une explication ou une autre, rien ne nous aurait convenu au final. Ouais, ouais, je comprends. Et donc vous ressortez de là, donc tu viens de faire une fausse couche, tu viens d'avoir, enfin, vous venez d'avoir, la conclusion Mmh mh. de l'histoire de votre premier enfant Ouais. et vous relancez les essais, du coup derrière j'imagine, mais rapidement? Rapidement, quand même rapidement, parce que comme on nous avait dit: «Bah, il y a aucune raison que ça se reproduise, c'est juste pas de chance, voilà, vous pouvez réessayer quand vous voulez». On a pris, 1 mois ou 2 pour, digérer la nouvelle et puis on a relancé les essais peut-être en été et là ça a pris un petit peu plus de temps. Ça a pris 6 mois environ 6 mois jusqu'à ce que je retombe enceinte pour la 3e fois.
Je suis retombée enceinte pour la 3e fois en janvier 2019, du coup. Et cette attente, tu la vivais comment, toi? Hem, ça allait, dans le sens où ça me protégeait aussi un petit peu, je pense. Je me disais: «Bah oui, bon, bah, tant que je suis pas enceinte, il risque pas d'y avoir un problème». Mmh, je comprends. Et comment est-ce que ça s'est passé cette troisième grossesse? Donc là, c'est pareil, j'ai pas tout de suite fait le test. J'ai attendu pareil 10 jours à peu près avant de me dire: «Bon, je vais quand même faire un test». Donc j'ai vu qu'il était positif et j'ai eu du mal à me réjouir parce que je me suis dit: «Bon, bah, voilà, ça fait déjà, 2 fausses joies». Heu, j'arrivais pas vraiment à me réjouir donc on a eu rapidement un rendez-vous avec la gynéco pour faire, une échographie. Et à l'échographie, on a constaté qu'il y avait un embryon, qu'il y avait un cœur qui battait. Donc là, on s'est dit: «Ah, OK, c'est déjà bien». Mais une fois encore, on n'a pas eu le temps de se réjouir beaucoup puisque une semaine environ après cet écho, j'ai aussi commencé à perdre du sang. Alors, et pas beaucoup, mais moi je sentais qu'il y avait un problème. Donc on est allé, donc c'était un dimanche et on s'est présenté aux urgences en expliquant, moi j'ai expliqué que je pensais que j'étais en train de faire une fausse couche et à ce moment-là, donc on m'a fait une écho et on a vu que l'activité cardiaque de l'embryon s'était arrêtée. Je pense quelques jours après l'écho où on avait vu qu'il y avait un embryon avec une activité cardiaque, hem, cette activité cardiaque s'est arrêtée quelques jours après, donc j'étais effectivement à ce moment-là en train de refaire une fausse couche. Et tu t'es demandé si c'était pas la même raison? Je me suis demandé, j'ai même pas trop cherché à savoir quelle pouvait être la raison. Je me suis dit: «Bah, voilà encore», enfin, c'était un moment où on te dit des fois: «Oui, la foudre, elle frappe pas 2 fois au même endroit». Tu te dis: «Bah, nous, ça fait déjà 3 fois, quoi». Ça commence vraiment à être, pénible. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais, ça fait beaucoup pour 2 personnes Ouais. en peu de temps finalement, parce En que plus, ouais. ouais, on a perdu notre premier garçon en novembre 2017 et là, on était en mars 2019. Donc en peu de temps, ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles qui tombent sur la tête. Hem Même si à chaque fois, là aussi à l'hôpital, quand on m'a annoncé cette fausse couche, on a été très bienveillants. On m'a bien expliqué quels étaient les choix qui s'offraient alors à moi et donc ça, c'est vrai que je me rends compte que dans mon malheur et dans tout ce qu'on a traversé et tous les séjours qu'on a fait à l'hôpital, on a toujours été super bien traités et on est toujours tombés sur des soignants, qui ont fait super bien leur boulot. Ça, c'est chouette parce que si en plus de vivre tout ça, il faut vivre, des fois l'inhumanité, de certains de C'est ça, certains ouais, tout soignants à et fait. j'imagine qu'il y en a qui le vivent, heu, c'est encore pire, quoi. Ouais, tout à fait. Et cette fausse couche, enfin cet embryon, il est parti naturellement ou? Alors, non, du coup, alors on m'a expliqué quelles étaient les 3 possibilités qui s'offraient à moi. Il y a la première possibilité, c'était que je pouvais attendre que l'embryon s'évacue naturellement, mais qu'on pouvait pas du tout me dire quand ça allait arriver, combien de temps ça allait prendre. Donc ça, pour moi, c'était pas une option possible parce que je me disais: «Voilà, si ça arrive, que je suis au travail, que je suis avec mes élèves et cetera, c'est pas possible, quoi». C'était vraiment quelque chose que je voulais pas. Après, on m'a dit que, la deuxième possibilité, c'était de faire un curetage, et la troisième possibilité, c'était de prendre, des médicaments et donc j'ai choisi cette option-là. Puisque l'embryon était encore suffisamment petit pour qu'on puisse choisir l'option médicamenteuse. Et j'ai choisi cette option-là et j'étais rassurée parce que dans l'hôpital où on était, le protocole, c'était que
pour prendre ce médicament, on restait toute la journée à l'hôpital. Je sais qu'il y a des hôpitaux où on te donne le médicament et où tu vas chez toi et que tu fais ta fausse couche chez toi et je pense que ça peut être un peu traumatisant parce qu'on s'attend pas forcément à saigner autant ou on s'attend pas ouais, on s'attend pas à ce qui va réellement se passer. Mmh. Et donc le fait d'être à l'hôpital, pour moi, c'était rassurant parce que, voilà, je savais que s'il y avait un problème, il y aurait du monde pour s'occuper de moi. Je savais qu'au moment où on me laisserait rentrer à la maison, eh bien, on aurait contrôlé que tout était évacué et cetera. Donc pour moi, c'était vraiment une option rassurante et voilà, c'est ce qui m'a fait choisir cette option-là. C'est vrai que toutes les histoires de fausses couches, enfin, fausses couches ou avortements d'ailleurs médicamenteux, j'ai toujours entendu que la personne rentrait chez elle. J'ai très peu entendu cette option de rester à l'hôpital, mais c'est vrai que ça doit être vraiment rassurant. Quoique ça doit dépendre des gens, ceci dit. Peut-être, Mais ouais, ça dépend aussi, mais pour moi, ça l'était, en tout cas. Pour moi, c'était rassurant et mon copain a pu rester avec moi tout du long, donc ça, c'était, voilà, ça, c'était c'est bien chouette. aussi de pas se retrouver seul dans une chambre Mmh. à attendre que ça passe, quoi. C'était bien de pouvoir être à 2. Et après tout ça, tout cette nouvelle fausse couche, vous faites Et quoi? et après tout ça, donc la gynéco qui me suivait à cette époque-là, elle a été un petit peu dépassée par mon cas. Elle savait pas trop quoi me dire, elle savait pas trop, voilà, elle savait pas trop vers quoi m'orienter. Alors elle m'a fait faire quand même une batterie de tests, d'examens, divers et variés, donc des examens sanguins. Elle m'a fait faire une hystéroscopie, elle m'a fait faire, plein de trucs. On a fait un cariotype, bref, plein de trucs. Tout était normal à chaque fois, il y avait pas d'explication de ce qui se passait. Donc elle m'a envoyée chez un hématologue qui est toujours spécialisé dans les grossesses un peu, à risque comme ça et les accidents, du sang pendant la grossesse et donc elle m'a orientée vers lui. Qu'est-ce que c'est un hématologue? Donc c'est un médecin qui est spécialiste du sang, en Tout gros, c'est simplement. ça, voilà. Et il a pu vous aider ce médecin? Oui, il a été alors c'était la, 1re fois, j'avais l'impression que c'était la première fois qu'un médecin regardait mes résultats d'analyse, en comprenant vraiment ce qu'il regardait. Parce que précédemment, j'avais souvent l'impression qu'on regardait tout ça parce que j'avais fait vraiment une batterie d'examens. Donc j'arrivais avec des feuilles, des tas de feuilles avec plein de trucs dessus et j'avais vraiment l'impression qu'on regardait ça comme on regarde un menu quand on est dans un restaurant, dans un pays étranger et qu'on comprend pas la langue et qu'on sait pas très bien ce qu'on regarde et ce qu'on va dire et j'avais souvent l'impression qu'on regardait mes résultats comme ça, sans pouvoir m'expliquer ce qui se passait et lui, il était vachement confiant et je pense que voilà, on lui envoie un peu toutes les femmes à qui il arrive des trucs comme ça. Donc c'était un peu son quotidien et il avait vraiment l'air, confiant et vraiment, il nous a dit: «Voilà, moi je vous propose un protocole et je vous assure que ce qui s'est passé, ça ne se passera plus» et je me suis dit: «Bah, dis donc, il est vachement, Ah oui, vachement sûr de lui parce que» effectivement. il a dit: «Il a l'air de mieux savoir que voilà, d'être vraiment sûr de lui». Mais nous, ça nous a fait du bien parce que pour la première fois, on se disait: «OK, il y a quand même encore un petit peu un espoir». Alors, il me disait voilà, au 1er trimestre, bien sûr, je suis pas magicien, je peux pas vous garantir que vous allez pas faire de fausse couche parce qu'il y a, une tonne de raisons pour lesquelles on peut faire une fausse couche. Donc il me dit: «Ça, je peux pas vous le garantir, Ah oui, mais quand même. ouais, ouais, ça quand même, mais si vous passez le 1er trimestre, je peux vous garantir que vous perdrez pas votre bébé». Voilà. Donc, avec le traitement que je vais vous proposer. Donc pour nous, c'était déjà un petit peu rassurant et d'autant qu'a priori, le traitement qu'il me proposait était aussi censé éviter les fausses couches du 1er trimestre. En gros, lui, il estimait que les fausses couches qui avaient suivi, la perte, de notre 1er garçon, c'était un petit peu une réaction de mon système immunitaire qui voulait plus ça, qui voilà D'accord. et Ah oui. voilà, qui éliminait en gros, les grossesses en les considérant comme quelque chose de potentiellement dangereux et que donc le traitement qu'il me proposait était aussi censé un petit peu, éviter ça, cette réaction-là de mon système immunitaire.
Et il baissait un petit peu l'immunité que tu avais naturelle. Ouais, je sais pas trop comment ça fonctionnait parce que je suis pas du tout médecin, donc j'ai Oui, pas cherché à savoir plus que ça. Je me suis ouais. un peu accrochée à ce traitement comme un espèce de talisman, quelque chose d'un Hmm. peu magique, quoi. J'ai oublié aucun des comprimés, aucune des piqûres. Je m'accrochais vraiment à ça C'était ta bouée de sans. sauvetage. Ouais, c'était ça. Ouais, Et donc, t'es tombée enceinte une 4e fois. c'est ça. Une quatrième fois, environ de nouveau 6 ou 7 mois, 7 mois après ce rendez-vous avec l'hémato. Donc ça a pris un petit peu de temps. Euh, je suis tombée enceinte pour la quatrième fois en janvier 2020. Du coup. Et donc là, c'était aussi super stressant. J'ai eu du mal à, comment dire, me réjouir au départ, parce que je me suis Oui. dit, bon, voilà, déjà 3, maintenant, et pourquoi est-ce que ça fonctionnerait cette fois-là? C'est ça, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait cette fois-là? Et d'un autre côté, je me disais, oui, mais cette fois-là, il y a ce traitement auquel je m'accrochais vraiment en me disant, bon, il y a ça. Et voilà, il faut s'accrocher à ça. Il y a ce paramètre-là qui est différent des 3 fois précédentes, donc peut-être que c'est ça qui va nous aider à ce que cette fois-ci, ça fonctionne et que ça aille jusqu'au bout. Si ça se trouve, cette grossesse-là, elle aurait tenu aussi sans le traitement, j'en sais rien, on saura jamais. Mais en tout Oui, au cas, final. voilà. Et comment ça se passe pour toi? La première écho a dû être Alors un la première soulagement ou pas du tout? ouais, alors un soulagement. En fait, je crois que jusqu'à avoir notre fils dans les bras, il y a eu des moments de soulagement, mais c'était à chaque fois de courte durée. Hmm. La première écho, on l'a faite franchement rapidement. J'étais à 6 semaines d'aménorrhée, je crois. Le gynéco, à ce moment-là, j'ai changé de gynéco parce qu'on avait déménagé, on s'est installés ensemble dans une maison. Et donc, on a changé de lieu de vie. Et donc, j'ai changé de gynéco. Et donc, il m'a fait l'écho rapidement. Je pense qu'il s'est rendu compte que j'étais un peu au bout de ma vie, quoi. Et donc, il m'a dit, on va faire une écho, on va voir. Il m'a dit, bon, c'est tôt quand même, hein, on n'est pas sûr de voir quelque chose, mais quand même, on va faire ça. Et donc, on a vu un embryon avec déjà une activité cardiaque. Donc, effectivement, c'était rassurant sur le coup. Mais à chaque fois que j'ai fait comme ça des échos ou que j'ai eu des monitorings ou des trucs rassurants, ça me rassurait sur le coup. Et puis, l'angoisse et l'anxiété, ça reprenait quand même très vite le dessus. Mais d'avoir ce traitement auquel tu te raccrochais, ça t'aidait pas du tout? Ça aidait, mais en gros, je me disais, bon, bah, en fait, la vie, quoi, ça tient à rien, ça tient qu'à un Oui. fil. Et j'avais du mal, je m'y accrochais, c'est sûr, mais j'avais du mal à considérer vraiment ça comme le passeport Hmm. vers une grossesse qui irait à terme, quoi. T'as été plus suivie physiquement pour cette grossesse? Ouais, ouais, j'ai été vraiment très suivie et c'est un suivi que j'ai cherché moi aussi et que les médecins étaient vraiment enclins à me donner aussi. Alors ils m'avaient dit: «On vous surveille, il y a aucun problème, mais on ne sait pas vraiment quoi surveiller parce que, ce Hmm. qui ce qui s'était passé la première fois, on pouvait pas le prédire. Donc il y aurait eu aucun moyen d'empêcher que ça se passe finalement parce que voilà, il y avait aucun signe alarmant. Donc ils m'ont expliqué qu'on allait me faire des échos souvent, mais que voilà, qu'on saurait pas trop quoi regarder, que c'était plus pour, me rassurer que vraiment s'il y avait un gros problème, ben, on le verrait effectivement, mais que ce suivi-là, finalement, c'était plus, que c'était aussi pour me rassurer moi. Et donc j'ai eu des échos, très souvent. J'ai eu des échos tous les 15 jours, soit avec le gynéco, soit avec, la sage-femme qui me faisait des échos, de suivi de croissance pour contrôler que le placenta fonctionnait correctement, qu'il y avait pas de retard de croissance ou quoi que ce soit. J'avais ces échos-là et puis après, à partir du 3e trimestre, j'allais tous les 2 jours à la maternité pour faire des monitorings de contrôle. J'étais en je sais plus comment ça s'appelle, suivi intensif de grossesse, quelque chose comme Oui. ça? Non, pas intensif, je sais plus Grossesse à risque au final. ouais, voilà, en gros, Hmm. j'allais tous les 2 jours, à l'hôpital pour un monito, pour contrôler que le cœur du bébé battait toujours bien, avec un rythme correct et cetera. Donc j'étais, vraiment très suivie
Et moi, j'étais en demande. Je sais que je pense pour certaines personnes, l'hôpital, c'est quelque chose de stressant et ça peut créer encore plus d'anxiété, mais pour moi, c'était vraiment rassurant. Ouais. Et je me suis pas contentée de ce suivi-là puisque j'ai un peu saisi toutes les mains tendues. J'ai recommencé un suivi avec une psychologue aussi. Je suis allée voir un ostéo, je suis allée voir un peu tout le monde. J'ai fait de l'EMDR. J'ai vraiment utilisé toutes les cartes possibles pour se sentir, euh, se sentir un petit peu plus sereine, quoi. Apaisé, ouais. Ouais. Ouais, t'as repris une thérapie toute seule ou avec ton conjoint? Toute seule, parce que lui n'en ressentait pas le besoin. Lui, il était alors je sais pas si c'est ce qu'il disait pour, me rassurer, mais lui, il était plus serein, il était convaincu que ça allait bien se passer donc lui, je me suis aussi, beaucoup accrochée à lui à ce moment-là parce qu'il était plus confiant que moi Mmh. et c'est vrai que c'est différent aussi parce que moi, ça se passait à l'intérieur de moi, donc je me sentais toujours un petit peu responsable. Responsable de ce qui s'était passé d'un côté, je me disais: «Bah, voilà, je j'avais pas trop confiance en mon corps», on va dire, c'est ça. Ouais. J'avais pas du tout même confiance en mon corps et en sa capacité à maintenir un bébé en vie et je considérais un peu mon corps comme une machine un peu dangereuse, donc c'est ça qui me faisait peur. Je me disais: «Ben, voilà, donc j'étais du coup constamment en hypervigilance sur les mouvements du bébé. Je surveillais tout le temps ça, tout le temps. Je savais toujours quelle heure il était, combien de temps, depuis combien de temps il avait pas bougé. Dès que je sentais un tout petit mouvement, je remettais le compteur à 0. Je me rends compte quand je raconte ça que c'est un peu fou comme comportement, mais mais Alors, ne vu ce faites que pas tu ça as chez vous vécu, parce que c'est très stressant au final, mais c'était le seul moyen que moi j'avais trouvé pour me donner l'illusion mmh. de contrôler un petit peu quelque chose. Même si je savais au final que je contrôlais rien, mais je me donnais cette illusion-là et je me suis dit: «OK», à partir du moment où j'ai commencé à le sentir bouger de manière régulière, je me suis dit: «Voilà, si ça fait 1 heure que je l'ai pas senti bouger, je vais à l'hôpital et je vais à l'hôpital faire un contrôle» et au final, j'ai dû me présenter aux urgences sur l'ensemble de la grossesse, peut-être 3 fois parce que ça faisait plus d'1 heure que je l'avais pas senti bouger. Sinon, durant toute la grossesse, à partir du moment où je l'ai senti, je le sentais, plusieurs fois par heure et il a bougé tout le temps, très souvent jusqu'à la fin et heureusement pour moi que c'était un bébé, actif parce Actif, que ouais. ça me rassurait aussi. Mais c'est pareil, comme je te disais avant, ça me rassurait sur le moment et puis après j'étais de nouveau angoissée que je le sente plus, quoi. Ouais, ouais, tu vécu toute ta grossesse dans l'angoisse extrême, en fait et Ouais, cette ouais. ta psy, elle a pu t'aider là-dessus ou tu penses que ça aurait été encore pire sans la psy? Je pense que ça aurait été pire encore. Franchement, je pense. Elle m'aidait quand même vachement. Elle était super douce. On a fait, un petit peu elle me conseillait des trucs un peu alternatifs, aussi de l'homéopathie, l'aptonomie. On a fait des séances d'aptonomie, des trucs de l'acupuncture aussi. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs un peu alternatifs et qui m'aidaient en tout cas sur le moment et donc le fait de faire tous ces trucs-là, ça fait que j'ai quand même eu plein de moments où j'étais un peu apaisée, même si ensuite, le stress reprenait un petit peu le dessus. Mmh, Il y a eu plein de moments où je me suis sentie, mieux grâce à ces suivis-là. tant mieux. Et quand est-ce que tu as réussi à vraiment investir ta grossesse, à commencer à la préparer? Parce que j'allais Alors te dire à quel moment tu as commencé à te dire: «C'est bon», mais en fait, tu as déjà répondu à cette question, c'est quand ouais, il a été dans tes bras. Donc c'est je vais rester sur, sur ma question de base. donc au départ, je voulais rien acheter du tout. Je voulais rien préparer. Je voulais pas préparer, de chambre, je voulais pas acheter de vêtements et c'est en discutant avec, des copines, avec mon conjoint qu'au final, j'ai cheminé un petit peu. On m'a dit: «Mais tu sais, enfin, tu peux pas accoucher et aller, dans la foulée, 5 minutes après, acheter des vêtements pour le bébé. Il faut avoir un minimum, de trucs prêts». Donc j'avais téléchargé une liste un petit peu, le minimum syndical à avoir pour une naissance et donc j'ai acheté, les trucs qu'il fallait
Et c'était vraiment le minimum. Et la chambre, j'ai pas voulu la préparer avant qu'il soit là. Donc, au début, quand on est rentré à la maison, il dormait dans notre chambre de toute façon. Donc, il y avait le berceau quand même dans notre chambre qui était prêt. Mais sa chambre à lui, je voulais pas la préparer avant qu'il soit là, parce qu'on avait commencé à préparer la chambre pour notre premier garçon. Et en fait, ça m'avait vraiment brisé le cœur Mmh. de devoir tout ranger. Et donc, je voulais pas ça. Et d'ailleurs, même les petits vêtements que j'avais achetés, je mettais tout dans des caisses, tout était trié. Et donc, mes copines qui venaient me disaient, oh purée, t'es vachement organisée et tout. Je me disais, oui. Et donc, je répondais, oui, mais voilà, si ça se passe mal, eh ben, j'ai rien besoin d'avoir sous les yeux. Je peux tout descendre à la cave tout de suite. C'était un peu cynique, mais Qui c'était te aussi une protégeait. manière pour moi de me Mmh. protéger. Ouais. Et alors, cet accouchement, quand est-ce que ça a débuté? Comment ça s'est passé? Alors, donc il était prévu que je sois déclenchée, Ah oui? à partir du moment où je serais sortie du champ de la prématurité. Donc on sort de la prématurité autour de 37 semaines d'aménorrhée, il me semble. Ouais. Et cette décision, elle avait été prise, déjà en amont, déjà après la perte de notre premier garçon. On nous avait dit: «Voilà, la grossesse suivante, on vous déclenchera un mois avant». Si vous êtes d'accord, évidemment, c'était toujours la décision me revenait. Si vous êtes Mmh. d'accord, pour plusieurs raisons. Déjà parce que le bébé sera plus prématuré, donc il sera déjà fini. Et pour vous éviter à vous un mois de stress supplémentaire, et aussi parce que le taux de comment dire, le risque qu'un accident comme ça vasculaire, qu'un accident du placenta se reproduise, il augmente à mesure que la grossesse avance. C'est quelque chose qui se passe plutôt en fin de grossesse. Donc, si le bébé n'est plus prématuré, etc., ça sert à rien de prendre des risques inutiles, et on peut vous déclencher un mois en avance si vous êtes d'accord. Et moi, j'étais vraiment sereine avec cette idée-là du déclenchement. Je sais que ça peut faire peur d'être déclenché. Je me dis, bon, j'ai toujours peut-être un peu ce petit regret de pas savoir quand ça se serait produit, de pas avoir le truc de, oh, c'est maintenant, on va à la maternité, voilà. De pas avoir cette surprise-là, bon, mais c'est pas vraiment un regret. J'étais sereine avec l'idée d'être déclenchée, j'avais pas peur non plus, parce que euh, mon premier accouchement, finalement, j'avais été déclenchée aussi, et ça s'était bien passé, aussi bien que possible, quoi, dans les circonstances là. Mais du coup, j'avais pas d'appréhension par rapport au déclenchement. Donc j'y suis allée en étant vraiment très sereine. On a décidé finalement de me déclencher à 38. J'étais à 38 semaines d'aménorrhée. Ah oui, Et finalement? ouais, 38, 30, à 37, le gynéco avait fait un contrôle en me disant, écoutez, votre col, il n'a pas franchement bougé encore. Donc, si on déclenche maintenant, ça risque très franchement de terminer en césarienne, et on voudrait éviter ça. Euh, Si on peut éviter un acte chirurgical, on préfère l'éviter. Donc, on vous laisse encore une semaine, et pendant une semaine, vous faites tout ce que vous pouvez. Vous allez faire de la voiture, vous allez marcher, vous allez vous bouger à fond, et puis on verra la semaine prochaine ce qu'il en est, quoi. Donc, pendant cette semaine-là, j'ai fait plein de trucs. Je suis allée en restaurant, en montagne, faire des marches, faire des Ah oui, trucs. motivée. Oui, voilà. Parce que je voulais qu'au bout d'une semaine, voilà, que ça ait bougé un petit peu. Et donc, au bout d'une semaine, effectivement, le col avait un petit peu bougé. Donc, il m'a dit, allez, c'est bon, on peut déclencher à ce moment-là. Donc, j'étais à 38 semaines d'aménorrhée. Et donc, je me suis présentée à l'hôpital la veille. Donc, normalement, il m'avait donné rendez-vous un mercredi matin, le 16 septembre. Et j'y suis allée la veille, parce que la veille, je mangeais chez mes parents à midi, et j'avais des contractions qui passaient pas du tout, qu'elles étaient douloureuses et elles passaient pas. Donc, je suis allée à l'hôpital faire un contrôle, parce que je me suis dit, bon, si ça se trouve, l'accouchement s'est lancé de manière naturelle, Ça voilà, aurait pu. pourquoi pas, ça peut arriver. À 38 semaines, c'est pas quelque chose d'improbable, quoi. Non, c'est Donc, clair. voilà, donc je suis allée faire le contrôle, et puis ils m'ont dit, bon, les contractions, elles sont encore irrégulières, mais bon, de toute façon, comme vous devez de toute façon venir demain matin à 8 heures, et ben, autant que vous restiez là et vous passez la nuit ici, on vous garde en surveillance, et puis on déclenchera de toute façon demain matin.
Donc je suis restée là-bas et là pour moi aussi, là, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être à peu près sereine, parce que je me disais: «OK, là, c'est bon, s'il y a un problème, je suis tout de suite à l'hôpital. Si je le sens plus, je suis tout de suite à l'hôpital». Hem Donc j'ai commencé à me sentir un peu sereine parce que d'ailleurs même la nuit, en fait, je me réveillais, toutes les heures et toutes les heures, là aussi, je me rends compte que c'est un petit peu un petit peu fou, mais je mettais pas de réveil ou quoi, hein. Je me réveillais vraiment toutes les heures sans réveil, naturellement et j'attendais qu'il me fasse un petit signe avant de me rendormir. Donc c'était le cas cette dernière nuit-là, avant, le déclenchement, ça a été le cas aussi. J'ai continué à me réveiller toutes les heures et à attendre d'avoir Et un tu pas petit dormi de signe. ta grossesse, en fait? J'ai pas trop dormi, non. J'ai pas Heureusement, je me rendormais facilement. Heureusement, à Ouais. chaque fois. J'ai pas fait vraiment d'insomnie ou quoi. Je me réveillais toutes les heures, mais j'arrivais facilement à me rendormir et par chance, le bébé se manifestait aussi, souvent. Alors, je pense que j'étais aussi très attentive à ça, peut-être qu'il bougeait pas forcément beaucoup plus qu'un autre bébé, mais du coup, je savais identifier le moindre truc, le moindre blop, et cetera. Je savais que c'était un mouvement, quoi. Les contractions, elles passaient pas? Enfin, elles passaient pas, elles se sont arrêtées à un moment donné Elles ou? se sont arrêtées dans la nuit, du D'accord, coup. OK. J'étais la veille et la nuit, elles se sont arrêtées et bon, Et bah, du coup, tu te faisais déclencher le donc lendemain? du coup exactement, du coup, c'était quand même un déclenchement puisque les contractions s'étaient arrêtées dans la nuit. Donc ils m'ont quand même déclenché, mais ça avait quand même un peu servi à quelque chose puisque le col avait quand même un petit peu bougé et donc le gynéco qui m'a fait le contrôle, le matin m'a dit qu'il était confiant et qu'il sentait que ça allait bien se passer et ça m'a aussi fait plaisir parce que je me suis dit: «OK, je m'accroche aussi à cette parole-là. Si ce gars me dit que ça va bien se passer, c'est sûr que ça va bien se passer». Et donc ils m'ont posé, un tampon pour faire le déclenchement et donc ça, c'était le matin, il était 8 heures et quelques et les contractions ont commencé à s'intensifier un petit peu, mais sans plus. Et je faisais des monitos régulièrement pendant la journée jusqu'à toutes les, je crois, 2 heures environ, on m'appelait pour faire un monito, pour vérifier où ça en était et jusqu'à 16 heures où ça a commencé à devenir franchement douloureux. Donc mon compagnon avait pu me rejoindre à ce moment-là. On nous avait mis dans une chambre, donc on attendait que ça se passe et à partir de 16 heures, ça devenait franchement douloureux. Donc on m'avait dit: «Quand ça devient franchement douloureux, même si c'est pas l'heure du monito, vous revenez et puis on fera un contrôle, quoi». Donc à ce moment-là, j'y suis retournée. J'ai dit que j'avais très mal et cetera et donc on m'a dit: «Bon, bah, c'est bon, on va pouvoir vous faire passer en salle de naissance. Vous prenez une douche, vous prenez tranquillement votre temps, vous préparez vos petites affaires, et puis vous venez, dès que vous êtes prête, quoi. Dès que vous êtes douchée, dès que vous avez préparé votre petit sac avec les affaires pour le bébé et cetera, vous revenez nous Parti go, voir, quoi. voilà, vous revenez nous voir en salle de naissance. Donc j'y suis allée et j'ai demandé à avoir la péridurale parce que, déjà pour un déclenchement, a priori, du coup, comme j'ai été toujours que déclenchée, ben, je ne sais pas ce que ça fait quand on n'est pas déclenché, mais les contractions quand on est déclenché, elles sont plus douloureuses a priori. Parce qu'elles sont induites du coup, donc on m'a recommandé fortement la péridurale et j'étais, pas du tout contre donc j'ai accepté et donc quand je suis arrivée en salle de naissance, on m'a demandé si je voulais toujours la péridurale. J'ai dit: «OK» et l'anesthésiste est arrivé, peu de temps après pour me poser cette péri qui a plutôt bien fonctionné. C'était une péri où j'appuyais, moi-même dessus pour Mmh. doser le produit. Donc ça m'a fait passer la douleur, mais je ressentais quand même, les contractions. Donc c'était plutôt bien. Je sentais Ouais, quand même ce qui se pile passait. comme il fallait. Voilà Et ça a duré combien de temps? Entre le et moment où on commençait le déclenchement et le moment de la rencontre? alors le déclenchement en tant que tel, il a commencé le matin vers 8-9 heures et la rencontre, elle a eu lieu, le même jour à 22h37. Ah oui, donc ça va, hein, pour un Oui, déclenchement, ça s'est plutôt passé, rapidement. oui, Le fait c'était que ce plutôt soit un rapide. deuxième accouchement a dû peut-être aider?
Alors peut-être aussi, mais même pour le premier finalement, puisque j'avais été déclenchée le vendredi dans la nuit et notre premier garçon était né le dimanche dans la nuit. Donc ça avait pas duré très très longtemps non Mmh. plus pour le premier accouchement, mais peut-être que le fait que ce soit un deuxième, ça a rendu les choses encore plus rapides, effectivement. On m'avait dit effectivement que pour un déclenchement, ça pouvait prendre plus de temps et que si au bout de 48 heures, il s'était rien passé, on partirait en césarienne. Mais D'accord, effectivement, ouais. ça a été plutôt rapide et entre le début du déclenchement et la rencontre, finalement, j'ai pas été douloureuse tout le temps. Les Mmh. contractions, elles ont commencé à faire franchement mal seulement vers 16 heures, donc c'était un peu douloureux, Efficace. hein. Voilà, c'était un peu douloureux entre 16 heures et 22h30, mais voilà, et ça a été très douloureux juste avant qu'il naisse puisque, en gros, quand je suis arrivée dans la salle, d'accouchement, j'étais le col était ouvert à 3, je crois seulement, et il se passait rien, il se passait franchement rien. Donc la sage-femme revenait régulièrement faire un contrôle et le col s'ouvrait pas, quoi, 18 heures, 19 heures. Bon, il se passait rien. Et au bout d'un moment, le gynéco est venu à peut-être, je sais plus quelle heure il était, 21 heures, 21 heures peut-être. Il a dit, écoutez, il se passe franchement rien. On va essayer de vous aider un petit peu. La sage-femme va revenir et elle va percer la poche des os. Et ça devrait accélérer le travail. Et À 21 heures. C'est 21 heures ça? ou 21h30, ouais, quelque chose comme Ah ça. oui, et il est sorti à 22h30? Oui, Ah oui! et oui. Oui. C'est Mais parce qu'elle waouh! a pas percé la poche des os à 21h30, elle a attendu un peu avant de revenir. En Donc ça a été plus? ouais, parce qu'il se passait vraiment rien, à tel point que comme j'avais la péri, que j'avais plus mal, on était en train de faire des mots croisés, on jouait à Mario Kart sur la Switch, enfin vraiment il se passait rien du tout, quoi. Et on se prenait en selfie, enfin bon, c'était, il y avait rien qui n'avançait. Et donc la sage-femme est venue à, je pense, un peu avant 22 heures pour percer la poche des os et elle m'a dit: «Voilà, je repars». Et à ce moment-là, j'ai eu, mais dans les 5 minutes qui ont suivi, donc à ce moment-là, j'étais toujours le col était toujours ouvert à 3 seulement. Oh là là! Et à ce moment-là, j'ai eu, dans les quelques minutes qui ont suivi, j'ai eu vraiment très mal. La péri, elle fonctionnait plus du tout. C'était J'imagine. horrible, horrible. J'ai dit à mon copain: «Écoute, il faut que tu sonnes, c'est affreux, je vais mourir, je vais mourir». Et donc il a, à 22 heures et quelques, 22h15, il a sonné et donc ils sont arrivés, en me disant, et moi j'avais vraiment très mal, donc j'étais en train de crier, alors que ça me ressemble pas de hurler et d'être un peu expansive et tout. Je suis plutôt quelqu'un d'introverti, et donc je hurlais que j'allais me faire dessus, que c'était horrible, que j'allais mourir. Et donc la sage-femme me disait: «Voilà, écoutez, vous êtes en train de perdre pied, vous allez pas mourir, c'est juste que vous avez mal». J'avais envie de dire: «Mais qu'est-ce que t'en sais que je vais pas mourir? Je suis en train de mourir, c'est sûr». Alors je lui ai pas dit, je l'ai juste pensé, mais elle me disait: «Donc vous perdez pied à cause de la douleur, mais ça va bien se passer». Et elle m'a dit: «Ce que vous sentez, vous allez pas vous faire dessus. Ce que vous sentez, c'est la tête du bébé». Et je me disais: «Beh, elle me ment parce que c'est pas possible qu'il se soit rien passé pendant toutes ces heures et que là, maintenant, ce soit déjà la tête du bébé». Donc mon copain a dit: «Si, si, c'est le bébé, je vois ses cheveux». Et donc et donc, hem et donc voilà, ils ont pas eu le temps de me mettre en position gynécologique, de me faire mettre les pieds dans les étriers. Ils ont eu le temps de rien du tout. Ils sont juste arrivés, ils ont vu que le bébé arrivait. Ils ont essayé de mettre leur tenue, spéciale pour la naissance, et en fait, ils ont eu le temps de rien. Ils ont pas eu le temps, de poser les étriers et cetera. Le bébé est sorti comme dans un toboggan. Tu es passé de 3 à 10 en un quart d'heure. Voilà, en gros, c'est ça. C'est Waouh! ça. Et la poussée, j'imagine, a été, bah, comme tu disais, rapide aussi, Ah bah, c'était donc rapide, oui. Et de toute façon, je sentais qu'il fallait que je pousse, quoi. J'ai même mmh. pas attendu qu'on me le dise, parce qu'elles essayaient de retenir, mais j'étais là: «Mais je peux pas, en fait. Je ne peux pas, Je contrôle plus rien. je ne contrôle plus». Donc voilà, donc ils ont eu juste le temps de le réceptionner, et donc voilà. Et Et cette donc c'est rencontre? allé très vite, et donc cette rencontre, ça a été, heu
Vraiment un coup de foudre. Moi, je fais partie des femmes qui ont le coup de foudre qu'on ressent, parfois pour son bébé dès qu'on le voit et en fait, ce coup de foudre, je l'avais déjà eu avant. Je l'avais eu, à la première écho quoi, quand c'était juste un petit Mmh. point clignotant sur l'écran. Voilà, j'avais déjà eu le coup de foudre à ce moment-là et j'ai pas du tout eu comment dire? J'ai pas du tout eu le sentiment de rencontrer, un étranger. Je le connaissais déjà. Voilà, donc c'était immédiat, c'était évident. Quand on me l'a J'ai ressenti la même chose, je Ouais, comprends. voilà, c'était vraiment, ouais, je le connaissais déjà, quoi. Je le connaissais, ça faisait 8 mois et demi que je le connaissais et on me l'a donc, posé sur le ventre et on a découvert à ce moment-là aussi que c'était un petit garçon parce qu'on avait gardé la surprise jusque-là. On n'avait pas voulu j'ai même pas pensé à demander tout de suite quand il est né si c'était un garçon ou une fille, quoi. J'étais juste tellement contente qu'il soit là, Ton qu'il bébé crie. était là. Voilà, c'est ça et c'est la sage-femme qui dit: «Vous voulez savoir si c'est» mon copain n'a pas pensé Au à fait. demander non plus, «Vous voulez savoir quand même ce que c'est?» et donc mon copain a vu qu'il avait un zizi quoi, donc que c'était un petit garçon. Mais on avait gardé la surprise jusque-là et j'ai trouvé ça super de garder la surprise. La première fois, pour notre premier garçon, on avait voulu savoir, on était hyper curieux et là, on n'avait pas enfin, c'est moi qui avais proposé à mon copain de pas savoir, de garder la surprise et j'ai trouvé que c'était génial de découvrir à la naissance. Pas trop dur, tout le long de ne pas savoir. Non et pas du tout et c'était plutôt chouette parce que finalement je voulais moi, ça me permettait aussi le fait de pas savoir si c'était un garçon ou une fille, de rien projeter sur lui et Mmh. d'éviter aussi les réflexions peut-être qu'on a parfois de l'entourage quand on dit: «Ah, c'est un garçon», qu'on dit: «Ah là là, les garçons» ou «Ah, les filles, c'est comme ça». Enfin, ça évitait ce genre de Ouais. réflexion-là Mmh. et ça lui permettait juste, d'être, lui-même quoi, peu importe si c'était un garçon ou une fille, de toute façon tout nous allait quoi et ouais, je trouvais j'ai pas du tout eu, envie de savoir pendant toute la grossesse et j'étais même plutôt, inquiète quand, je faisais des échos puisque j'ai eu beaucoup d'échos et pas toujours forcément avec les mêmes, personnes donc je précisais toujours à chaque fois: «Surtout ne me dites pas parce que je sais pas». Donc personne n'a trahi la surprise avant la naissance. Cool. Et comment se sont passés les débuts avec, votre fils? Ça s'est bien passé, c'était évident, tout de suite. Hem, C'était un bébé qui était, plutôt facile. On a eu un modèle, plutôt facile quoi, il pleurait pas beaucoup, à part quand il avait faim ou qu'il était fatigué. Donc c'était vraiment, simple de comprendre un petit peu ce qu'il ressentait. Il était pas du tout douloureux, il a pas eu de coliques ou de trucs difficiles comme ça. Donc c'était plutôt facile. Les débuts se sont bien passés. On est rentrés à la maison, au bout de quelques jours. J'ai accouché du coup le mercredi soir, on est rentrés à la maison le dimanche matin et ouais, ça s'est tout de suite bien passé et mon copain a eu la chance d'avoir son entreprise qui avait une convention un petit peu particulière pour les coparents qui accordait, 10 semaines de congé aux coparents. Chouette. Ouais. Donc ça, c'était chouette aussi. Il a pris, 6 semaines tout de suite avec nous et il avait gardé les 4 semaines restantes pour quand moi j'allais reprendre le travail. Parce que j'ai pris un congé parental ensuite. Donc il a pris, les 6 semaines au début et ça, c'était super aussi d'être, tous les 3 pendant 6 semaines. Parce que c'est vrai que le congé paternité, en France, c'est quand même enfin, Ridicule. ridicule, ouais, on peut dire Ouais, ça. je pense qu'on peut le dire, hein. Ouais, on Enfin, peut le un dire, petit ouais. peu moins maintenant, mais Mais c'est encore. vrai que pour moi, c'est hyper important que le coparent soit là, aussi dès le départ, parce que ça participe, vraiment à créer, du Mmh. lien tout de suite avec le bébé et à pas être, soi-même, tout de suite juste le référent bébé parce que c'est ce qui se passe quand le congé paternité est court, c'est que la maman souvent, ça devient, juste le référent bébé, le papa Mmh. ou le coparent a pas forcément le temps de tisser, un lien identique avec le bébé s'il doit tout de suite retourner au travail. Donc ça, j'ai trouvé que c'était génial de pouvoir être tous les 3 pendant 6 semaines et de pouvoir, se soutenir et apprendre à connaître le bébé aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, votre fils, il a 15 mois. Mmh mh. Et à 15 Comment mois, ouais. comment toi tu vas?
Moi, je vais bien. Je vais bien, ouais. J'avais pris un congé, parental pendant 6 mois, donc j'ai repris le travail, mi-juin et du coup, il me restait que 3 semaines à travailler avant les vacances scolaires vu que je suis enseignante donc j'ai repris comme ça 3 semaines et après j'ai eu de nouveau 2 mois à la maison avec mon garçon. Donc au final, j'étais, à ses côtés pendant pratiquement toute sa première année et j'ai trouvé ça vraiment chouette de rien rater. Alors je peux tout à fait comprendre qu'on ait hâte aussi de retourner travailler et que ça puisse être aliénant aussi de s'occuper d'un nouveau-né, mais moi j'ai trouvé que c'était génial, que c'était extraordinaire et que pourtant je j'étais pas avant forcément super fan des bébés, je trouvais pas forcément ça hyper intéressant, mais là, je me suis rendu compte finalement à quel point si c'était un super intéressant un nouveau-né parce que ça évolue super vite, ça fait des tas de choses, Ouais. ça tous les jours quelque chose de nouveau et donc maintenant les nouveau-nés m'intéressent vachement parce que je me suis rendu compte que non, c'était pas juste des petits trucs qu'on pose et qui pleurent. Non, ils font tous les jours des choses nouvelles et j'ai trouvé que c'était fascinant d'être à ses côtés, durant sa première année. C'est fascinant, encore plus quand c'est le tien, surtout quand c'est le tien Oh bien d'ailleurs. sûr, on est d'accord, on est d'accord. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne conclusion à cet épisode, mais avant de terminer cet, enregistrement, j'aurais une toute dernière question pour toi. Oui. Si tu pouvais changer une et une seule chose dans la société, ça serait quoi? Alors, il y a beaucoup de choses que je voudrais changer dans la société, mais si on reste, dans le thème un petit peu de ce dont j'ai parlé, je pense que je voudrais qu'il y ait un changement au niveau du silence qui entoure la mort dans notre société. La mort en général et a fortiori, celle d'un enfant ou d'un bébé parce que dans la société dans laquelle on vit, je me suis rendu compte que la perte d'un enfant, c'était vraiment quelque chose de tabou. C'était pas le cas à l'époque de nos grands-mères, parce que ça arrivait beaucoup plus souvent. Mais maintenant, le fait que ça n'arrive plus trop, on n'a plus l'habitude, on croit que ça n'arrive pas en fait. Comme ça n'arrive plus beaucoup, on croit que ça n'arrive pas. Et quand ça arrive, on est, on s'est enfin ça le monde s'effondre quoi. Et je me suis rendu compte que ce qui était difficile pour moi aussi dans le deuil au début, c'était de, gérer les réactions des autres parfois. Parce que quand j'annonçais ce qui nous était arrivé, qu'on avait perdu notre enfant, Heu, on devait vraiment composer avec, soit des regards terrifiés ou des silences vraiment pesants ou parfois des réflexions un peu à côté de la plaque et je trouvais que c'était super difficile de gérer ça et je me suis dit: «Mais tiens, mais en fait, peut-être qu'on réagit comme ça en étant complètement à côté de la plaque quand on nous annonce un décès parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'être confronté à ces histoires-là» et c'est vrai que je me rends compte moi-même que je dénonce quelque chose, mais j'y participe aussi parce que quand je rencontre de nouvelles personnes, j'ai tendance parfois à pas mentionner le fait qu'on a eu un premier enfant. Quand on me demande combien vous avez d'enfants, selon la personne qui me pose la question, il se peut que je réponde seulement un parce que j'ai pas envie de devoir gérer la réaction de la personne en face qui risque d'être, décontenancée, de pas savoir sur quel pied danser et cetera. Mmh. Mais je me dis que si on avait plus l'habitude d'entendre ces histoires-là, et c'est aussi pour ça que je suis contente de participer à cet enregistrement. Peut-être que si on avait plus l'habitude d'entendre ces histoires-là, si elles étaient moins tues, eh ben, on saurait mieux comment réagir. Et voilà, alors je trouve que depuis quelque temps, les réseaux sociaux se sont un peu emparés de cette question-là et essayent de lever un petit peu le tabou qu'il y a autour du deuil périnatal, mais je pense qu'il y a encore du boulot. Donc voilà, c'est ça que je changerais. Je suis entièrement d'accord avec toi et ça serait bien que ça sorte un petit peu des réseaux et que ça soit plus, sociétal, C'est que ça, le la voilà, parce société que prenne, en charge ce problème-là, de exactement. tabou. Je suis d'accord et je suis aussi d'accord quand tu dis que les gens et moi la première d'ailleurs, heu, on saurait, plus comment réagir et quoi dire ou quoi pas dire. Ne pas être à côté de la plaque quoi, quand on se retrouve,
Et après, par contre, j'en veux pas aux gens d'avoir été à côté de la plaque ou de pas du tout avoir su quoi répondre, parce que c'est vrai que c'est tellement, c'est, voilà, ça paraît tellement improbable, on s'attend pas du tout à ça. On a l'impression maintenant dans la période, à laquelle on vit, que passé le premier trimestre, on te dit au premier trimestre: «Attention, faut pas trop s'attacher, machin, vous pouvez faire une fausse couche». On te dit ça, tu es «préparé» entre guillemets, même si Mmh. ensuite quand tu fais la fausse couche, ça n'empêche pas que ce soit super triste et cetera. Mais, on a l'impression que passé ce premier trimestre, il peut plus rien arriver et c'est pas le cas. Après, il s'agit pas de faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que si on avait plus l'habitude d'entendre, ces histoires qui sont tristes, mais qui sont légitimes quand même, et ben, Oui. peut-être que voilà, que ça évoluerait. Et c'est vrai qu'une fois que ça nous est arrivé, et ben, il y a j'ai reçu plein d'autres histoires de mon entourage, de personnes qui m'ont dit: «Bah oui, c'est arrivé à ma sœur, ah, c'est arrivé à moi aussi, ça». Et tu te dis: «Ah mais toutes ces histoires-là, elles sont passées sous silence alors qu'elles existent». Ouais, et c'est bien c'est une des raisons pour lesquelles, j'ai voulu, créer, Première couche, le podcast en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Marjolaine de nous Bah, avoir merci. partagé tout ça. Merci de m'avoir reçue. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. L'histoire de Marjolaine est jonchée d'épreuves lourdes et le tabou autour de la mort dans la société n'aide pas, comme elle le dit si bien. Je pense aussi très sincèrement que si ces histoires n'étaient pas passées sous silence, les familles endeuillées seraient mieux accompagnées. Je t'attends sur le compte Instagram Première Couche Podcast pour discuter de cet épisode. Et si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux m'attribuer une note et me laisser un commentaire sur les plateformes qui le proposent, mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une maman de plus. Sur ce, à très vite!